Merci Anne pour cette réponse. J'ai envie de demander au docteur, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas de cadre formel pour les enquêtes dont elle vient de parler? Qu'est-ce qu'une victime de harcèlement doit faire? En griffe, bien entendu. Mais comme Madame Dossi l'a dit, il y a déjà une présomption. Donc, Mhm. comme on est en face d'une présomption, il y a nécessité forcément de faire une enquête. Qu'il y ait une organisation formelle ou pas, il y a nécessité. La première personne, on va dire le premier responsable, c'est bien entendu le responsable des ressources humaines. Donc, c'est vers cette personne-là qu'il faut se tourner. Mais on peut aussi se tourner vers les délégués du personnel, s'il y a des instances représentatives du personnel, donc délégués du personnel. Il y a aussi le comité santé-sécurité qui peut Très bien. être un recours. Maintenant, on a aussi l'inspection du travail avec les inspecteurs donc, du travail vers lesquels on peut se tourner également. Mais idéalement, il faut trouver le moyen que la gestion de la situation commence d'abord au sein de l'entreprise. Parce que l'entreprise a également le devoir de garder son image. Et elle peut vous accompagner plus facilement que Mhm. lorsqu'elle se retrouve exposée, on va dire, devant les journaux, dans la presse, pour des situations de harcèlement. Ça, c'est le conseil. Mhm. Le deuxième élément, c'est aussi de se retourner vers le médecin d'entreprise, par exemple, qui est aussi une D'accord. ressource importante vers D'accord. laquelle on peut se tourner, qui peut aider également, parce que lui, il va identifier Mhm. déjà les conséquences. D'accord. Et à partir de ces conséquences-là, on peut commencer à remonter pour mener plus facilement, on va dire également, l'enquête et puis aussi gérer la situation de la personne. Mais idéalement, il faut qu'il y ait un mécanisme qui soit mis en place au sein de l'entreprise. Mm. D'accord. Oui, J'aimerais Anne. juste ajouter quelque chose, c'est que si la victime ne se sent pas écoutée en interne, il faut qu'elle prenne les devants et parce que le harcèlement est une faute de droit commun, qu'elle aille D'accord. devant les juridictions et qu'elle se fasse accompagner en externe, quitte à se retourner contre l'entreprise qui a refusé de l'accompagner. D'accord. Nous allons en revenir parce que très souvent, les victimes ont peur des représailles. Nous allons en revenir. Docteur, quels sont les impacts psychologiques et émotionnels du harcèlement sur les victimes? Et je vais vous donner un impact qui, pour moi, est l'élément le plus poussé qu'on peut observer, c'est le suicide. Waouh! Oui, parce que là, on parle du harcèlement, mais on le présente un peu comme la partie où on est en train d'agir, de créer une pression. Mais le harcèlement peut aller au-delà. C'est-à-dire que la personne peut même avoir été victime d'un viol. Oui, Et elle reste toujours dans cet environnement-là avec la personne qui continue Elle n'en parle pas. d'essayer d'en parler. Voilà, donc la première chose qu'on va observer, c'est le stress que la personne va développer, Ok. qui va conduire à de l'anxiété, qui va conduire à de la dépression et qui peut pousser même la personne jusqu'à rentrer dans un isolement et qui peut aboutir même parfois, malheureusement, à des suicides. Il y a des personnes qui, justement, au décours d'un harcèlement qui était tellement violent, entre guillemets, psychologiquement, sont allés jusqu'au suicide. Donc, ce sont des conséquences qu'on peut observer et qui sont dramatiques, en fait. Et vous avez aussi d'autres conséquences à caractère donc, physique. Vous allez avoir ces personnes-là qui, dès qu'elles arrivent au bureau, vont vous dire qu'elles ont mal à la tête, qu'elles n'ont plus, elles sont pas capables vraiment de travailler. Vous les sentez irritées, colériques, Irrité. et ça peut même se ressentir même dans leur famille. Certaines Exactement. victimes de harcèlement, c'est quand elles rentrent chez elles qu'elles, on va dire, libèrent la colère, l'irritabilité Qu'elles ont qu'elles vu. subissent, mais qu'elles sont obligées de refréner pendant qu'elles sont au travail sur les personnes qui sont chez elles à la maison. Ce sont des situations qu'on a déjà observées. Un père violent qui en réalité, en fait, déchargeait les brimades qu'il avait au travail, mais qui ne Sur pouvait sa pas famille. réagir. C'est chez lui à la maison que ces conséquences-là sont observées. Pour D'accord. dire qu'il y a vraiment beaucoup de conséquences psychologiques, Exactement. émotionnelles, assez graves qui peuvent survenir au décours du harcèlement. D'accord. Je prends bonne note et ce qui veut dire que les gestionnaires de ressources humaines doivent être de bons observateurs parce que quelqu'un qui est victime de harcèlement ne va pas forcément venir se plaindre, mais à vous, à nous,
gestionnaire de ressources humaines, d'observer, de regarder, d'analyser et même souvent même d'interroger certaines personnes, voir si tout va bien. Nous devons être des gestionnaires de ressources humaines de terrain, des personnes présentes même dans le courant de la vie des employés. Merci docteur pour cette question. Et comment les professionnels de la santé mentale peuvent aider les victimes de harcèlement à surmonter justement ces traumatismes-là? La première chose déjà, c'est que la personne veille surmonter cela et donc va vers un professionnel de santé mentale qui peut Donc, la l'accompagner. volonté de la personne compte pour Absolument. beaucoup. Tout à fait. Parce que les victimes, souvent, quand elles viennent vers le professionnel de santé mentale, c'est que elles sont sorties peut-être de l'environnement et cherchent maintenant à se reconstruire. D'accord. Très souvent, quand elles sont dans Dans le problème, l'environnement, assez rarement, malheureusement, elles vont vers un professionnel de santé mentale. C'est pourquoi, si l'entreprise a mis en place un système qui peut leur permettre, par exemple, d'entrer en contact immédiatement avec un professionnel, ça leur facilite la tâche. Le médecin aussi peut être un recours. Et généralement, l'accompagnement qu'on fait, c'est autour de tout ce qui est psychothérapie, pour gérer tout ce qui est stress post-traumatique, pour gérer l'anxiété, pour gérer la dépression. Et puis, on peut aller même jusqu'à échanger avec la personne sur des perspectives différentes de carrière. Parce que, comme j'aime bien le dire, il y a 20 ans, on rêvait de s'asseoir dans une entreprise et de faire toute sa carrière et d'aller à la retraite. Aujourd'hui, les gens changent d'entreprise, l'environnement est dynamique. On peut justement regarder dans quelle mesure nos capacités peuvent nous permettre de nous réorienter, d'aller vers d'autres choses pour s'éloigner également de cet environnement-là. d'accord. Donc, il y a différentes possibilités, mais c'est la thérapie et puis l'orientation de carrière également qui peut aider la personne à sortir de ce. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de personnes victimes de harcèlement qui ont été suivies, traitées et puis après qui ont eu à changer de travail, qui ont eu à s'en sortir, qui ont eu à briller après avoir été victimes de harcèlement? Oui, et justement, c'est ça la beauté du travail. Parce D'accord. que si vous n'arrivez pas à aider la personne qui est victime de ça, c'est compliqué. Vraiment. Il y a eu des situations qu'on a gérées en collaboration, bien entendu, avec d'autres confrères pour aider les personnes à sortir de ce cadre-là. On est même allé jusqu'à faire des rapports parfois à la direction de l'entreprise pour que l'entreprise fasse quelque chose. Et généralement, quand le rapport vient de l'extérieur comme ça interpelle. Voilà, ça interpelle en fait. Donc, quelquefois, ça aussi, c'est un recours qui est assez intéressant. Parce que quand vous faites un rapport, on voit un rapport médicalisé ou qui vient sur la table du RH, la prochaine fois, ça sera probablement une injonction en justice. Oui, c'est clair. Donc, les gens réagissent la plupart du temps. Chère Anne, dites-moi, quelles sont les politiques et les procédures qu'une entreprise doit mettre en place justement pour lutter contre le harcèlement, pour prévenir le harcèlement? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les employés soient informés de ce qu'il existe une procédure pour lutter contre le harcèlement? Effectivement, Bécanti, et ça, c'est vraiment de la responsabilité des ressources humaines et de l'organisation elle-même. Il faut déjà avoir une procédure qui rassure les collaborateurs, une procédure qui est publiée, qui est bien connue. Il faut aussi avoir un système de remontée d'informations qui permet de savoir ce qui se passe dans l'entreprise et de prendre les mesures idoines postérieures à l'événement ou bien anticipatives nécessaires. Et aussi, il y a une chose, par exemple, qu'on fait dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est des formations. Il y a des formations en ligne systématiques, obligatoires pour tout le personnel sur le harcèlement et les biais inconscients. Okay. Donc, les biais inconscients, ce sont des biais qu'on a, des stéréotypes intérieurs peut-être dont on ne se rend pas compte, mais qui sont forgés par notre culture, nos différentes expositions et qui emmènent des fois à discriminer ou à avoir une attitude peu louable, entre guillemets, une attitude vis-à-vis d'une catégorie de personnes par rapport à une autre. Donc, ça, c'est des formations qui sont faites. Et aussi, ce qu'on a mis en place au niveau de l'entreprise où je suis, c'est une plateforme d'écoute. Je pense qu'on a la recherche d'une plateforme locale, mais on a une plateforme d'écoute par WhatsApp ou bien au téléphone. Et il y a des ressources aussi sur une application qui permettent d'avoir
des ressources pour lutter contre, pour s'armer, s'outiller contre ces choses-là. Donc, quand l'entreprise met en place un tel dispositif, cela est de nature à rassurer le collaborateur et à faciliter les remontées. Même si, culturellement, en Afrique, on ne dénonce pas le violeur, on ne dénonce pas le harceleur, on ne dénonce pas la personne qui abuse. Mais quand une entreprise met en place un cadre institutionnel comme ça, les collaborateurs sont rassurés, ils sont déjà informés de ce en quoi ça consiste, le harcèlement, et ils peuvent identifier le harcèlement dans leur quotidien et porter plainte au besoin. Donc voilà, l'entreprise doit rassurer, mettre en place des procédures pour récapituler, mettre en place aussi des outils de sensibilisation et puis rassurer sur le fait que le harceleur sera sanctionné comme il se doit. Donc c'est zéro tolérance qu'il faut mettre en place. Je me demande, qu'est-ce que vous pouvez dire à une victime qui a peur des représailles, qui se demande est-ce que ce que je vais venir dire contre mon supposé harceleur ne va pas se répandre sur la place publique? Comment garantir la confidentialité de la plainte? Alors, culturellement, je pense que c'est une attitude qu'on a entretenue chez les victimes. On se dit souvent que le linge sale se lave en famille. Il y a des viols, des incestes qui sont couverts. Et donc, quand un individu a été témoin de ces choses-là, la confiance n'est pas systématique. Très bien. Donc, une victime, là, on va demander à la victime de faire un effort sur elle et d'en parler autour d'elle, d'en parler à des personnes de confiance. Normalement, les ressources humaines doivent être outillées à cela. Et les ressources humaines doivent mettre en place un système où les dirigeants d'entreprise, les leaders, les managers, même les membres du conseil d'administration doivent le mettre en place. Et il y a de la responsabilité aussi de l'État. Et c'est une chose pour laquelle on plaide tous les jours, de mettre en place un système législatif, un cadre législatif qui rassure aussi les victimes à travers sur le territoire. Donc, en mettant en place une loi anti-harcèlement, naturellement, vous allez voir que les victimes vont plus parler. En mettant en place aussi, en obligeant les entreprises aussi à avoir un cadre pour pouvoir gérer ces situations-là qui sont nombreuses dans nos entreprises, mais qui ne sont pas prises en charge. Et donc, du côté de la victime, ça, c'est la responsabilité des personnes en face, mais la victime aussi doit dénoncer. Elle doit dénoncer et puis se dire qu'il y aura un cadre confidentiel, le requérir. Et si elle n'a pas pu l'obtenir en interne, elle doit faire valoir cela en externe à travers le cadre juridique qu'il y a au niveau du droit commun. D'accord. Donc, il faut vraiment en parler.